La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour à tous. Vous êtes déjà une petite dizaine à être connectés, donc bienvenue. Bonjour à tous. On va attendre Bonjour. que les personnes arrivent et puis après on pourra se présenter. Alors bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On est à peu près une vingtaine et il y avait une quarantaine d'inscrits, donc peut-être qu'on peut attendre les retardataires.
Madame Guignot, vous voulez qu'on commence? Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes, parce qu'on est. Alors d'habitude, il y a le quart d'heure charolais, hein, mais on ne va pas attendre un quart d'heure. Mais je ne sais pas si on attend encore 2 ou 3 minutes pour permettre aux personnes qui voilà, sortent en dernière minute et qu'elles puissent participer à la. On attend 3 minutes. Très bien. Oui. Oui. C'est un problème. Hein? Il a pas mis. Il y a pas de non, non, je n'ai pas. Donc là, il y a 26 participants qui sont à la réunion. Très bien. Peut-être pour juste une présentation un peu technique de l'outil avant de commencer, c'est juste pour vous indiquer, donc vous ne vous voyez pas entre vous, donc c'est pas ce qu'il y a de plus convivial, mais c'était le format
adapté à cette réunion-là, et donc on en prend compte du fait que c'est pas forcément l'idéal pour se rencontrer, mais voilà, donc sachez que vous êtes actuellement 27 participants et que l'idée c'est que là c'est une première étape et vous aurez d'autres occasions où ce sera un peu plus interactif. En fait, à partir de la prochaine rencontre, ce sera beaucoup plus interactif et donc voilà, moins dans ce format un peu descendant. Ça, c'était le préambule. Et autre chose, vous avez toujours la possibilité de participer par un chat qui normalement doit s'afficher devant vous. Donc, vous n'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant pour dire bonjour ou vous exprimer. On voit que ça fonctionne bien. Voilà, ben, on voit dans les questions que vous arrivez à vous dire, à vous exprimer, donc c'est parfait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, en tout cas au fur et à mesure de la présentation, et on aura des temps pour y répondre qui seront dédiés à ces réponses aux questions. On va pouvoir commencer peut-être. Je sais pas. Oui, effectivement, 18h10. Du coup, Madame Guignot, je vous laisse introduire la séance. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Edith Guignot, première vice-présidente à la communauté de communes entre Arroux, Loire et Somme et en charge de ce dossier sous la présidence de Dominique Lotte. Cette réunion, effectivement, je vais l'animer, enfin je vais tout au moins faire l'introduction et puis on va dérouler le diaporama avec Alexandra Battier qui fait partie de BL Évolution et Simon. Voilà, donc simplement redire peut-être le constat et le contexte global sur le changement climatique auquel nous sommes confrontés et aussi les répercussions importantes sur le plan économique, sur le plan politique, mais aussi social et environnemental. Alors, rappelez que depuis plus d'un siècle et demi, la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'ont eu de cesse d'augmenter, alors dû à l'humain, mais aussi à toutes ces activités et qui vont amplifier les températures. Ces hausses de température pourraient avoir des conséquences dramatiques, hein, on le sait, avec la hausse du niveau des océans, plus de précipitations, également des conséquences sur les déplacements des populations animales, humaines, mais également sur des émergences de maladies. Et puis, la multiplication des catastrophes naturelles qu'on a pu voir aussi cette année en France. Donc, il est urgent d'agir et c'est une priorité pour nos sociétés. Toutefois, le gouvernement, lorsqu'il a en 2017 a présenté le plan climat de la France pour atteindre la neutralité de carbone à l'horizon 2050, a mis, grâce à des lois, hein, la loi MAPAM et la loi NOTRe, à transférer ou à clarifier les compétences pour que les collectivités territoriales puissent agir et entre autres les communautés de communes ont l'obligation de porter le plan climat qui est basé sur 5 axes importants qui sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, la qualité de l'air, le développement des énergies renouvelables. Et c'est pourquoi la communauté de communes a décidé de saisir cette occasion pour agir face à ces enjeux qui menacent notre planète, mais aussi notre beau territoire. Alors, qu'avons-nous fait
jusqu'à ce jour. Donc, on a travaillé avec le bureau BLM Évolution, qui nous a accompagnés ainsi que Biotop, et nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls, hein, puisque nous sommes accompagnés par le CIDEL, la direction départementale des territoires, la région, Bourgogne-Franche-Comté, les chambres consulaires et l'ADEME. Et Enedis. Alors, où en sommes-nous à ce jour? Donc, nous avons fait un diagnostic. Alors, un diagnostic territorial climat-air a été fait sur le périmètre d'intervention des 30 communes qui font ressortir que, bien évidemment, nous sommes dépendants des énergies fossiles non renouvelables et importées. Nous avons fait un séminaire d'élus et de cadres le 25 octobre 2019, un COPIL le 29 octobre 2019, et nous avons fait plusieurs réunions de mobilisation avec des acteurs comme les agriculteurs, les entreprises, les associations, le 13 et le 14 janvier 2020. Et puis ensuite, on est rentré aussi dans la phase du Covid, dans la phase aussi des élections. Donc, suite aux élections et à l'installation du nouveau conseil communautaire, nous devions rappeler aussi la démarche du PCAET pour sensibiliser aux enjeux et surtout redire l'importance des élus, l'importance des maires, parce que les maires et les maires des communes, mais les élus des communes sont au cœur de ce dossier, et ils seront un relais local auprès des acteurs, des habitants. On a besoin d'eux pour la démarche, mais on a aussi besoin de tous les acteurs et de toute la population pour que ce projet qui est un projet structurant, soit approprié par la population. Donc, effectivement, ce projet devra être partagé par les habitants et les habitantes. Parce qu'il y a des volets très importants entre l'habitat, l'urbanisme, les transports, l'alimentation, les activités économiques. Donc, tous les acteurs du territoire seront appelés à apporter leurs propositions. Et puis, je voudrais dire que c'est aussi ce programme, le plan, le PCAET, c'est en lien aussi avec des grandes politiques comme l'OPH ou le PLU, qui sont des gros dossiers qui sont menés par la communauté de communes, parce que le PCAET, c'est transversal et on en reparlera aussi dans ces dossiers-là. Je voudrais aussi remercier Delphine Roleski qui gère le dossier au niveau de la communauté de communes, et Jolie Gabert aussi, qui a géré toute la communication pour qu'on puisse avoir une résonance sur notre communauté de communes. Voilà. Merci à vous. Merci pour cette introduction. Alors, je me permets de couper votre micro, Madame Guignot, pour qu'il y ait moins d'interférences. Et puis, du coup, je vous remercie également aux participants là pour nous avoir dit que vous nous entendez bien, ce qui permet de commencer cette présentation plus sereinement. Donc déjà, je vais me présenter après cette introduction. Donc Alexandra Vattier, du bureau d'études BL Évolution. Donc nous, on est un bureau d'études en transition écologique. On accompagne les acteurs, dont les collectivités territoriales, sur toutes les démarches liées au climat, à l'énergie, à la biodiversité, etc. Pour justement leur donner les outils pour, quand il y a cette volonté, telle que l'a exprimée Madame Guignot, d'agir, de savoir finalement où est-ce qu'on agit, comment on planifie ça dans le temps. Et c'est donc tout l'enjeu de ce plan climat air-énergie territorial, ce long nom qu'on va abréger en plan climat sans doute, donc que lance la communauté de communes, et donc qui est en travail depuis bientôt plus d'1 an, et qui pourtant est seulement au début finalement, puisque le plus important, ce sont les actions, et donc ça va arriver dans les prochaines étapes. Simon, si tu veux te présenter. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, Simon Gauthier, consultant énergie-climat chez BL Évolution. Et donc, je travaille avec Alexandra dans l'accompagnement de la collectivité à l'élaboration de son plan climat.
Ok, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'était de pouvoir vous réunir. Donc effectivement, bravo pour la communication qui a pu permettre de se regrouper virtuellement malgré les circonstances sanitaires. On espère très bientôt, la communauté de communes également, que ce sera des réunions plus réelles, moins virtuelles, mais c'est d'ores et déjà très positif de voir que vous vous intéressez à ce sujet. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de vraiment repartir des bases avec une première partie orientée sur la présentation des enjeux énergie-climat. Finalement, pourquoi on parle de ces sujets-là et d'où on part, parce que même si ce sont des sujets dont on entend parler au quotidien, on a aussi besoin de comprendre vraiment physiquement ce qui se cache derrière tout ça et pourquoi ça nous touche aussi tout autant ici en Bourgogne que dans le reste de la France et dans le reste du monde. Donc ça, ce sera la première partie. Et puis ensuite, bien sûr, on va regarder donc comment agir avec cette démarche plan climat que lance la communauté de communes. Donc en rappelant ce que c'est et puis surtout en voyant comment vous, en tant qu'habitant, vous pouvez vous impliquer, quelles vont être les modalités d'échange et donc finalement, ce qui vous intéresse donc le plus, c'est de pouvoir vous exprimer puisque c'est une démarche très participative que mène la communauté de communes sur son plan climat. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est que ce soit la seule réunion où vous vous exprimez de manière aussi limitée et que les prochaines fois, ce soit surtout des échanges qui auront lieu. Mais donc on y reviendra dans cette deuxième partie. Donc pour commencer avec un rappel des enjeux, on va commencer par un petit quiz. Donc parce que quand même, il faut créer un petit peu d'interaction. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de mettre vos réponses par écrit, là où certains d'entre vous ont pu poser des questions. Donc je pense que ça va pouvoir fonctionner. Donc on va sans plus tarder commencer avec ce quiz sur qui veut économiser des millions de tonnes de CO2 qui peut tout à fait ressembler à un jeu que vous devez connaître, mais toute ressemblance serait profondément fortuite. Alors, donc commençons avec la base de la climatologie, puisque quand on parle climat, on parle température de la Terre. À votre avis, quelle serait la température de la Terre sans atmosphère ? Vous allez pouvoir mettre la lettre que vous pensez qui est la bonne. Est-ce que ce serait réponse A, moins 50 degrés, réponse B, moins 18 degrés, réponse C, 0 degrés, ou réponse D, 15 degrés? Alors, on va pouvoir tester si les questions fonctionnent. Ah, je vois déjà des réponses A, C. Alors, une majorité de A et de C pour l'instant, donc vous êtes assez partagés entre moins 50 degrés et 0 degrés. Alors, aucun d'entre vous, du coup, n'a la bonne réponse pour l'instant, puisque c'est la réponse 18 degrés, moins 18 degrés, pardon. Donc, la réponse B. Et donc, pourquoi on aurait moins 18 degrés? Parce que c'est l'atmosphère de la Terre qui contient les gaz à effet de serre, donc ces fameux gaz à effet de serre dont on parle dès qu'on parle du climat, qui sont donc certes responsables aujourd'hui d'un dérèglement climatique, mais ils sont tout à fait naturels à la base dans notre atmosphère et ils permettent de garder une certaine partie de la chaleur qui fait qu'aujourd'hui sur Terre, nous avons une température plutôt entre 10 et 15 degrés, alors que sans atmosphère, sans gaz à effet de serre, la Terre serait une boule de glace à moins 18 degrés et nous ne serions sûrement pas là pour parler climat. Alors, pour la deuxième question, je vais vous demander à votre avis quel gaz n'est pas un gaz à effet de serre. Est-ce que c'est réponse A, le CO2, le dioxyde de carbone? Réponse B, est-ce que c'est le méthane, qui n'est pas un gaz à effet de serre? Est-ce que c'est la vapeur d'eau, qui n'est pas un gaz à effet de serre? Ou est-ce que c'est le dioxygène? Alors, on a des réponses A, des réponses C, majoritairement des réponses C. Quelques réponses A. Une réponse D. Très bien. Alors, la majorité d'entre vous a répondu la réponse C, la vapeur d'eau, mais c'est le dioxygène qui n'est pas un gaz à effet de serre. Alors, vous avez quasiment tous en tête que le dioxyde de carbone et le méthane sont des gaz à effet de serre, effectivement, on en parle assez souvent quand on parle de climat.
La vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, c'est même le plus important en termes de quantité, mais il y a 2 raisons au fait que l'on n'en parle pas quand on parle de notre impact, nous, les sociétés humaines, sur le climat. C'est que finalement, la quantité de vapeur d'eau, elle est tellement énorme dans l'atmosphère que l'activité humaine n'ajoute que très peu relativement à la quantité qu'il y a déjà. Donc ça n'a pas un impact notable. Donc ça, c'est la première chose, alors que justement, le CO2 et le méthane sont en quantité tellement infime que nos activités humaines ont un impact très remarquable, puisqu'on en ajoute un petit peu. Et puis la deuxième raison, c'est le temps que reste la vapeur d'eau dans l'atmosphère. En fait, le cycle de l'eau est assez court, hein, puisqu'il y a à peu près 3 semaines entre l'eau qui s'évapore des océans et qui retombe sur les montagnes. Donc on n'a pas un gaz à effet de serre qui reste longtemps dans l'atmosphère, tandis que le CO2 peut rester jusqu'à plus de 100 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse à son impact, puisque celui que l'on émet aujourd'hui va rester plusieurs décennies dans notre atmosphère et aura des conséquences donc dans un siècle. On reste sur la notion de température avec une autre question. Donc bravo pour votre participation donc je vous invite à continuer. Donc quel est l'ordre de grandeur de l'évolution de la température de la Terre depuis 1750 ? Alors pourquoi 1750 ? C'est parce que c'est l'ère pré-industrielle, donc avant qu'on émette de manière massive des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. À votre avis, est-ce qu'on a augmenté la température globale de 0,1 degré, de 0,5 degré, de 1 degré ou de 5 degrés ? Alors, il y a du B, il y a du C. Majorité de C. A, D. Alors, vous êtes un petit peu partagés, mais je crois qu'il y a une majorité de C. Bravo, la majorité a la bonne réponse sur cette question. C'est effectivement une augmentation de 1 degré. Donc le changement climatique que nous percevons déjà depuis les années 90-2000 avec les canicules, les sécheresses, les événements extrêmes, c'est la conséquence de ce petit degré d'augmentation de la température globale. Et effectivement, heureusement qu'on n'est pas encore à 5 degrés d'augmentation, puisque là, ce serait des conséquences beaucoup plus drastiques et dramatiques. On parle maintenant d'énergie avec cette prochaine question, puisque aujourd'hui, on l'a vu, c'est 2 thématiques qui sont vraiment liées, l'énergie et le climat, et on va en reparler. Donc, une question sur l'énergie. En énergie primaire, la France importe, à votre avis, combien de pourcents de ses besoins ? 25%? Est-ce qu'elle importe 40% de ses besoins en énergie primaire, 70% ou 90%? Alors, c'est assez partagé. B, A, C, B, D. Bon, je crois qu'il y a une égalité parfaite entre le nombre de personnes qui ont mis pour chaque réponse. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse D. Bon, bravo à ceux qui ont indiqué cette réponse-là. Donc, nous importons effectivement, nous, la France, 90% de nos besoins en énergie primaire. Donc, l'énergie primaire, c'est vraiment la base de l'énergie. Donc, par exemple, l'électricité, ce n'est pas une énergie primaire puisque on l'a transformée à partir notamment de nucléaire ou de l'eau dans nos barrages. Donc l'énergie primaire, c'est vraiment la base, donc en l'occurrence les atomes d'uranium, l'eau qui coule dans nos montagnes, le vent, et puis surtout les principales énergies, c'est le pétrole que l'on va importer, le gaz que l'on va importer aussi, notamment de Russie, notre uranium également, on n'en produit pas localement, on le transforme localement, mais il vient pour la plupart du Canada, d'Australie, du Niger. Donc voilà, donc on a vraiment une forte dépendance aux autres pays sur notre énergie. Et c'est aussi ce qui fait que notre balance commerciale en France, elle est négative. On est en déficit de notre balance économique parce qu'on importe notre énergie et ensuite, bien sûr, on la transforme localement.
Donc il y a un enjeu que l'on ressent vraiment au niveau national et effectivement, il se traduit de manière locale aussi ici sur le territoire. On revient sur une question climat. Où va la majorité du CO2 émis par l'homme? Est-ce qu'elle va dans l'atmosphère? Est-ce qu'elle va dans la biomasse continentale? Est-ce qu'elle va dans les océans? Ou est-ce qu'elle part en stockage géologique? A, C, c'est très partagé entre A et C. Eh bien, la moitié du coup a la bonne réponse puisque la majorité du CO2 va dans l'atmosphère. On entend très souvent parler donc, de la biomasse continentale, j'ai pas précisé, mais ce sont les arbres et les sols, ou des océans. Mais en fait, les océans vont absorber à peu près un quart de notre CO2, donc ça c'est assez positif. Un autre quart va être absorbé par les sols et les forêts, et la moitié va rester dans l'atmosphère. Donc c'est quand même dans l'atmosphère que la majorité va rester. Et donc on peut voir ça comme une bonne nouvelle, hein, c'est qu'on a aujourd'hui seulement la moitié du CO2 qui reste dans l'atmosphère et qui fait justement ce dérèglement climatique que l'on constate en ajoutant des gaz à effet de serre, donc le fait de garder de la chaleur. Mais d'un autre côté, ça a aussi des conséquences. Dans les océans, ça va créer de l'acidification des océans, les coraux vont avoir un petit peu plus de mal à se développer. Et puis dans les arbres, on sait que les arbres peuvent arriver à une certaine saturation, donc potentiellement ne plus arriver à stocker autant de CO2 qu'aujourd'hui. Voilà, mais c'est bien de savoir qu'il y a vraiment ces trois zones où le CO2 va partir dans son cycle, donc qui est naturel à la base. Une dernière question. Quel pays émet le plus de gaz à effet de serre par habitant? Est-ce que, à votre avis, c'est le Qatar, c'est la Chine, ce sont les États-Unis ou le Luxembourg? Alors, beaucoup de réponses B, A, C. Vous êtes assez partagés. Personne ne parle du Luxembourg, mais donc bravo à peu près au tiers des participants qui ont répondu la réponse A, qui était le Qatar. Alors pour expliquer, donc ce n'est pas la Chine qui émet le plus de gaz à effet de serre par habitant parce que la Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre mondial, ça c'est vrai puisque c'est un état de fait. Cependant, ils ont quasiment 2 milliards d'habitants, donc quasiment un habitant sur 3 est chinois. Donc quand on va diviser les émissions de gaz à effet de serre par le nombre d'habitants, la Chine n'est pas du tout dans les premiers, au contraire. Et les premiers, par contre, eh bien, on va avoir les États-Unis qui sont dans le top 5 ramenés par habitant et au-dessus de eux. Donc on va avoir notamment le Qatar et le Luxembourg, ce qui révèle aussi pardon, la corrélation entre la richesse et les émissions de gaz à effet de serre par habitant. Le PIB par habitant, en fait, est assez corrélé. On le voit tout de suite parce que ce sont les pays les plus riches qui sont le plus émetteurs par habitant. La différence avec le Qatar et le Luxembourg, c'est que le Qatar a en plus une poche de gaz sous son pays, donc c'est encore plus pratique pour utiliser de l'énergie, et donc ça fait qu'ils sont le premier, mais ce n'est peut-être pas un record dont on peut se vanter. À vous de juger. Alors, après cette introduction sous forme de quiz, donc merci pour votre participation. On va maintenant passer aux enjeux un petit peu plus généraux, les énergies. On va parler d'énergie pour revenir finalement pourquoi c'est important de connaître les enjeux énergétiques aujourd'hui, de quoi on parle. Et on va tout de suite commencer avec une petite définition qui paraît importante. Quand on parle d'énergie, on parle souvent de puissance. Et du coup, je voulais revenir là-dessus parce que ce ne sont pas les mêmes notions. Et en l'occurrence, donc la puissance pour l'unité, on la mesure en kilowatts, mais c'est surtout, on peut faire le parallèle avec la vitesse du cycliste. Donc la puissance, elle peut être comparée à la vitesse, tandis que l'énergie, elle qui va se mesurer en kilowattheure, peut être comparée à la distance. Donc par exemple, si
un cycliste doit parcourir 50 km, il va dépenser la même énergie. Il va avoir besoin de la même énergie pour faire une certaine distance. Donc ça, c'est une unité qui va être constante, enfin une quantité constante. Alors que sa vitesse, elle va pouvoir varier. Il va pouvoir faire 50 km à 50 km/h. Dans ce cas-là, il mettra 1 heure. Ou il va pouvoir faire 50 km à 20 km/h. Dans ce cas-là, il va mettre 2 heures et demie, 2 fois et demi plus de temps. Mais il aura dépensé la même quantité d'énergie. Voilà, il y a vraiment une différence entre ces deux notions. Et du coup, quand on en parle en général, hein, dans le débat public, il y a parfois des confusions, donc ça paraissait important de revenir là-dessus. Vous avez vraiment cette relation puissance fois temps égale énergie. Et l'énergie, donc c'est les kilowattheures, c'est l'unité que vous allez retrouver sur votre facture d'électricité, ou de gaz ou autre. Alors intéressons-nous d'abord à cette consommation d'énergie. Donc je vous voyais ici sur ce graphique la consommation d'énergie dans le monde. Hop. Voilà, donc vous avez ici les années qui passent. Donc on a depuis les années 1900 à peu près le plus lointain qu'on puisse remonter en termes de mesure des quantités d'énergie consommées. Et à gauche, ce sont les quantités d'énergie consommées par année en milliards de tonnes équivalent pétrole. La tonne équivalent pétrole, c'est une unité qui permet de mesurer l'énergie. On ne parle pas en kilowattheures parce que quand on parle à l'échelle du monde, ça ferait des milliards de kilowattheures, donc ce sera un petit peu compliqué. Du coup, on parle en tonne équivalent pétrole, ce qui représente l'équivalent énergétique d'une tonne de pétrole, tout simplement. Donc le premier constat que l'on fait ici, c'est qu'on est dans une consommation d'énergie qui ne fait que augmenter. Vous voyez, voilà, la courbe augmente année après année. Alors vous allez me dire, oui, mais la population, elle augmente aussi. Alors justement, c'est intéressant de le mettre aussi parce qu'on voit que à partir d'un certain moment, à partir des années 60, on a augmenté beaucoup plus la consommation d'énergie, beaucoup plus rapidement que la population qui a augmenté. Donc il y a eu quand même une décorrélation, même si au début, c'était effectivement assez lié. Alors le deuxième constat, au-delà que ça augmente, c'est qu'on a plusieurs sources d'énergie. Voilà, je vais mettre les couleurs, c'est plus simple. On a différentes sources d'énergie. À commencer donc par celle qui était présente il y a plus d'un siècle, on a en vert le bois et en noir le charbon. C'était les énergies qui se partageaient, notre mix énergétique d'il y a 120 ans. Et puis, vous le voyez, on a eu une nouvelle énergie en marron en bas qui s'est rajoutée plutôt dans les années 50. Donc, vous pouvez deviner celle que c'est, mais je vais vous dire la réponse dans quelques secondes. Il s'agit du pétrole qui représente aujourd'hui 1/3 de notre mix énergétique. Donc, on voit vraiment l'ascension de cette énergie là dans les années 60-70 quand on a découvert les grandes réserves de pétrole. Et puis sa croissance toujours plus importante dans les années contemporaines. Donc le noir, on l'a dit, c'est le charbon, donc qui était notre énergie du passé, mais comme vous pouvez le voir, la quantité, l'air noir n'a fait qu'augmenter année après année. Donc finalement, le charbon n'est pas vraiment une énergie du passé, puisque l'année où on a consommé le plus de charbon dans le monde, eh bien, c'était l'année dernière, et ce sera sans doute cette année quand on aura fini l'année 2020. Malheureusement. Et en bleu, vous voyez son essor un peu, juste un petit peu après le pétrole, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel aujourd'hui qui représente 1/5, 20% de notre mix énergétique mondial. Donc vous avez ici les énergies fossiles, les 3 énergies fossiles qui représentent donc plus de 80% de notre consommation d'énergie. Donc là, on commence un petit peu à saisir le problème parce que quand on parle de se passer des énergies fossiles, ce qui est effectivement le but pour lutter contre le dérèglement climatique, ça veut dire se passer de 80% de notre mix énergétique. Et notre énergie, elle sert à alimenter nos machines, nos voitures, nos logements, etc. Donc elle est vraiment présente partout. Donc on se rend compte un peu de l'ampleur de la tâche. Et puis, donc voilà, ce premier constat, le monde repose sur les énergies fossiles. Deuxième chose intéressante, ce sont les petites couleurs que vous voyez en haut. Donc on l'a vu, le vert c'est le bois, le jaune c'est le nucléaire. Donc voilà, qui est quand même présent, on le voit de manière notable, mais comparé aux autres usages et comparé aux autres énergies, il est assez minoritaire. Et puis les petites lignes, on va avoir en bleu l'hydroélectricité et puis en jaune c'est tout le reste. Donc le solaire, l'éolien,
toutes les énergies dont on parle le plus aujourd'hui, eh bien finalement, elles sont en croissance, mais de manière beaucoup moins importante que les autres énergies comme le gaz, le pétrole et le charbon aujourd'hui dans le monde. Ce qu'on peut aussi remarquer sur ce graphique, c'est que jamais une énergie n'en a remplacé une autre. Vous voyez qu'on consomme toujours plus de chaque source. Quand on a découvert le pétrole, ça ne nous a pas empêché de continuer à consommer du charbon. Quand on a découvert le gaz naturel, ça n'a pas empêché de consommer toujours plus de pétrole, etc. Donc la transition énergétique, comme on l'appelle, le fait de remplacer les énergies par d'autres énergies, on n'a finalement pas vraiment déjà fait ça dans notre époque actuelle, puisqu'on a toujours consommé plus de chaque source, chaque énergie s'est rajoutée. Et enfin, pour parler d'un équivalent en cycliste, puisqu'on vient de parler de vélo, en 2014, c'était l'équivalent, donc l'énergie que l'on a consommée dans le monde, c'était l'équivalent de 180 milliards de cyclistes qui pédalaient 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça fait quand même un paquet de monde pour fournir tous nos usages énergétiques. Donc on va y revenir, hein, mais c'est principalement l'industrie, le transport, nos logements pour se chauffer, etc., etc. Alors je vais enchaîner tout de suite avec la métaphore du cycliste hein, qui va me permettre de vous montrer une petite vidéo. Si j'arrive à la lancer. Je vais vous laisser la regarder puis je vais la commenter en même temps. Il s'agit d'une vidéo en fait d'un champion olympique de cyclisme. Donc, vous allez voir, il s'appelle Robert Forstmann, qui est donc champion olympique de cyclisme. Un beau bébé, 74 cm de tour de cuisse, 174 cm, 95 kg. Et Robert, il va se confronter aujourd'hui à son grille-pain. Un simple grille-pain, et sa tâche, ça va être de faire griller son pain à la force de ses cuisses. Champion olympique de cyclisme. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va réussir, Robert, champion olympique de cyclisme, à faire toaster son pain? Donc, c'est parti. Le challenge est en cours. Donc, un grille-pain, c'est 700 watts. Hein. Là, on parle d'une certaine puissance, justement. Est-ce que la tartine va être grillée? On sent qu'il a un petit peu de mal, là. Oui, ça brûle, effectivement. Ça brûle les cuisses aussi en même temps que le grille-pain. Voilà, bah, vous voyez que Robert, il s'est complètement fait griller par son grille-pain. Donc c'est assez impressionnant, hein, champion olympique de cyclisme qui parvient à peine à faire un geste aussi anodin que ce qu'on fait nous avec grille-pain le matin, en allumant l'interrupteur. Voilà, on se rend mieux compte de ce que ça veut dire derrière. Donc il faut un Robert pour griller une tranche de pain. Et il est content. Et il dit qu'il en revient pas du travail que ça représentait et qu'il n'était pas du tout prêt à ça. Voilà, donc il faut un Robert pour griller une tranche de pain et il faut 180 Robert pour faire avancer une voiture et 43 000 Robert pour faire décoller un avion.
Bon, maintenant qu'on a vu ça, on va passer, on se rend un petit peu plus compte de l'importance de l'énergie aussi au quotidien, et c'est vraiment ce que ça permet de nous questionner aussi, donc dans notre consommation d'énergie, d'où elle vient, et puis pourquoi il faut justement la questionner. Donc pour revenir sur le sujet de l'énergie, je vous propose de faire une petite métaphore avec un banquet gaulois pour comprendre aussi, au-delà de cette consommation qui augmente et des sources d'énergie fossiles, quelques autres problématiques qui sont importantes quand on parle d'énergie. Alors je vais vous proposer de s'intéresser à ce banquet gaulois parce que on va se poser la question de si on était à un banquet gaulois, quels seraient les paramètres qui feraient qui vont influer sur le fait qu'à la fin du banquet, moi, j'ai encore de la cervoise ou pas. Donc, à votre avis, si vous étiez à ce banquet, qu'est-ce que vous poseriez comme question? De quoi va dépendre mon verre de cervoise? Est-ce qu'il va m'en rester à la fin du banquet ou pas? Alors, n'hésitez pas à faire vos suggestions dans le chat. Alors, donc, effectivement, il y a une question qu'on peut se poser, c'est combien de cervoise il y a à la base? Finalement, quelle est la taille du tonneau? Ça va m'aider à savoir si je pourrais en avoir à la fin du repas ou non. Donc, c'est les réserves. Quelle autre question vous voyez? Qu'est-ce qui va faire que ça va influer sur notre quantité de cervoise qui va rester à la fin du repas? Alors, je vois pas d'autres suggestions. Ça vous inspire pas trop là, je vous ai vous êtes tous assommés par le le cycliste, c'est vrai qu'il nous a fatigués rien qu'à la vue. Ah donc effectivement, je vois le nombre de participants. Donc merci pour vos réponses. C'est en effet un des paramètres. Est-ce que les autres participants, donc déjà, est-ce qu'ils sont nombreux? Et quel estomac, quel appétit ils ont? Est-ce que c'est plutôt des Obélix ou est-ce que c'est plutôt des Astérix? Donc tout à fait, le besoin des consommateurs. Donc ça, c'était le deuxième paramètre. Et puis les deux derniers, je vais vous les montrer, ce sera plus simple parce qu'ils sont un peu plus difficiles à trouver. C'est représenté par ces deux personnages ici centraux. On va avoir d'un côté la serveuse qui a un paramètre aussi puisque je vais dépendre du fait qu'elle renverse un verre sur deux, par exemple, ou qu'elle en boive une sur deux. Donc elle est aussi dans l'équation, cette serveuse. Et le dernier, le copain qui est sur le tonneau, eh bien, ça va être le propriétaire du tonneau, le propriétaire des réserves, qui lui aussi va influer sur le fait que je puisse en avoir à la fin du banquet ou non. Voilà, on a la serveuse et le robinet, le besoin des consommateurs, vous l'aviez dit, et le propriétaire des réserves. Alors, on va s'intéresser donc à ces 4 paramètres sur la notion de l'énergie. Premier paramètre, les réserves. Pas d'inquiétude. Alors, pour répondre à cette question, on peut regarder ce premier graphique qui représente les découvertes de pétrole conventionnel. Donc c'est le pétrole globalement facile à extraire, hein, celui qui est le plus simple. Donc on voit qu'en gris, on a les découvertes passées, donc qui ont eu un pic dans les années 60, et en noir, c'est la production. Donc première chose que l'on constate, c'est que aujourd'hui, on produit notre production de pétrole, elle est basée sur les réserves du passé, puisqu'on a passé ce pic de découverte. On a passé également le pic de production de pétrole conventionnel en 2006, puisque désormais, on extrait du pétrole non conventionnel, donc là, qui va être beaucoup plus difficile à extraire, mais on va y revenir dans un instant. Voilà, donc premier constat, on vit sur les réserves du passé, mais à la limite, c'est pas forcément la question de se poser de quand est-ce qu'on aura la dernière goutte de pétrole, puisque ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est quand est-ce qu'on va passer le pic, le maximum de production. Donc pas quand on va être ici, mais plutôt quand est-ce qu'on passera par cette étape-là, parce qu'il y a une fonction mathématique qui nous dit, une loi mathématique qui nous dit toute
toute quantité qui commence par 0 et qui finit par 0 passe à un maximum à un moment donné. Donc effectivement, cette quantité d'énergie, elle va passer par un maximum. Quand est-ce qu'on va être au maximum? Eh bien, ça c'est la question. Donc ça va arriver à un moment donné. Et le problème, c'est que quand on sera à ce maximum, on aura deux choix. Soit notre consommation va suivre la production, donc va elle aussi se mettre à descendre doucement, à accompagner cette production qui doit décroître. Soit notre consommation, on n'arrivera pas à la faire décroître et on aura donc un découplage entre d'un côté la consommation qui va augmenter et de l'autre côté la production qui va décroître. Et ça s'appelle une crise économique parce qu'on va avoir du coup une décorrélation entre consommation et production, donc une offre qui ne suit plus du tout la demande. Ça, c'était le premier paramètre, les réserves, et on voit que c'est cette question du pic qui est le plus intéressant. Deuxième paramètre, le robinet. Revenons donc sur cette notion de pétrole facile à extraire et plus difficile à extraire. On a tous l'image de ce pétrole donc facile à extraire dans les années, dans le début du XXe siècle, hein, les années 1900, où on avait ces puits de pétrole qui jaillissaient, donc vraiment plus que facile. Et on avait ce ratio ici que pour 1 baril de pétrole, on arrivait à en extraire 100 barils. Donc on avait un rendement qui était assez gigantesque, enfin, qui était vraiment très très intéressant, puisqu'on avait besoin de dépenser seulement 1 baril pour en extraire 100. Aujourd'hui, c'est plus trop la même chose, puisqu'on va extraire du pétrole soit de plus en plus profond, le pétrole offshore, soit qui va être mélangé avec des sables bitumineux, donc où il va falloir extraire le sable, donc ça va demander beaucoup plus d'énergie dans les deux cas. Et on a des ratios qui sont beaucoup plus problématiques, beaucoup moins importants, puisque pour 1 baril, on va seulement en extraire 3 barils. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que tous les 3 barils, j'en perds 1. C'est exactement comme si tous les 3 pintes de cervoise, la serveuse en mettait 1 par terre. Donc là, on se rend compte aussi de cette problématique que la consommation, une partie de la consommation sert juste à extraire de l'énergie. On utilise du pétrole de moins en moins simple à extraire. Troisième chose que vous avez dite, c'est effectivement les besoins, le nombre de participants au banquet. Donc ça, c'est notre pétro-alcoolisme, si on peut se permettre de dire ça. Puisque le pétrole, on en utilise partout. On est en quelque sorte drogué au pétrole, puisqu'on va en utiliser pour notre agriculture, pour fabriquer les engrais, pour faire avancer les engins agricoles, pour importer nos produits, pour fabriquer l'électronique, le plastique, pour aller chercher les minéraux. On retrouve aussi du pétrole dans les cosmétiques, dans le médicament. Il y a des dérivés du pétrole dans le Doliprane, par exemple. Toutes les fibres synthétiques vont être issues de pétrole. Donc les vêtements de sport et de plus en plus de vêtements sont faits à partir de fibres synthétiques. Et puis globalement, pour construire nos villes, on a eu besoin de pétrole pour se chauffer quand c'est du fioul, par exemple. Et le secteur le plus dépendant au pétrole, ça va être le secteur des transports, donc qui utilise 97% de pétrole, que ce soit pour faire avancer des voitures, des avions ou d'autres engins de toutes sortes. Donc pour tout ceci, chaque année, nous consommons à l'échelle du monde 35 milliards de barils de pétrole. C'est un chiffre aussi qui peut être intéressant à retenir quand on voit parfois nouvelle découverte, 500 millions de barils de pétrole. Et bien en fait, 500 millions, ça va être épuisé en 5 jours. Donc 35 milliards de barils chaque année, ça représente la quantité de 2 litres de pétrole par jour par habitant. Donc on peut aussi retenir que l'on boit plus de pétrole que l'on ne boit d'eau. Donc c'est assez cocasse. Enfin, le dernier paramètre, vous vous en souvenez, c'est mon copain sur le tonneau. Donc, qui est le propriétaire et justement, est-ce que c'est mon copain ou non? Alors aujourd'hui, en termes d'énergie fossile, on a les réserves qui sont donc prouvées, qui sont majoritairement au Moyen-Orient, en Russie, en Amérique du Nord. Et nous, donc l'Europe, on est ici, donc on voit qu'on n'est pas du tout les plus avantagés en termes de réserves d'énergie fossile. Donc ce qu'on peut retenir également, c'est qu'on est aussi plus volontariste parfois sur ces sujets d'énergie et de climat parce qu'on a le plus à perdre d'une transition énergétique ratée. On voit que c'est aussi un pouvoir d'influence puisque parfois la Russie, les États-Unis vont justement essayer de rendre moins importants les accords climatiques, les accords énergétiques parce qu'elles ont des enjeux économiques derrière.
tandis que nous, on a peut-être plus de volonté parce qu'on a aussi des enjeux géopolitiques derrière. Alors, c'est tout pour cette partie sur l'énergie. Et donc, sans plus tarder, on va passer à la deuxième partie sur le changement climatique. Notamment, je ne vois pas de questions, donc je vous propose qu'on continue à avancer. Et puis après, comme ça, on pourra rentrer dans le concret avec le plan climat, à quoi ça sert. Donc, le changement climatique, pour rappel, hein, on va repartir de la base. L'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, qui consiste au fait que les gaz à effet de serre qui sont dans notre atmosphère, qui est matérialisée là, ils vont permettre de garder une partie de la chaleur. Alors, comment ça se passe concrètement ? On a le rayonnement du soleil qui va traverser une partie de l'atmosphère, qui va être filtré afin que ça ne nous brûle pas trop, et derrière qui va être renvoyé sous forme d'infrarouge. Donc les infrarouges, ça va être justement cette forme de chaleur. Cette chaleur, elle va être captée, une partie va être piégée par les gaz à effet de serre, et c'est ce qui fait, rappelez-vous, que l'on a une température qui n'est pas à moins 18 degrés, mais qui est à entre 10 et 15 degrés sur toute la surface de la Terre. Donc c'est un phénomène naturel, et on vient dérégler ce phénomène, puisqu'on vient ajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, de la même manière qu'on ajoute une couette sur un lit. La question, c'est combien de couettes on va rajouter jusqu'à ce qu'on ait un peu trop chaud. Et donc, c'est tout l'enjeu de savoir jusqu'où ça va aller. Alors, pour parler de ça, il faut parler donc du lien entre les gaz à effet de serre qu'on vient de voir et la température. Donc, vous avez ici sur ce graphique 800 milliers d'années, donc de moins 800 000 à aujourd'hui, 3 courbes. Donc, 3 courbes qui représentent en bleu le dioxyde de carbone, en vert le méthane et en rouge la température. Alors, premier constat, je pense que vous le partagez, c'est que les courbes ont l'air très corrélées, elles sont quasiment vraiment calquées les unes sur les autres, donc on a une corrélation vraiment forte entre dioxyde de carbone, méthane et température. Donc la concentration, en gros, plus il y a de concentration de méthane et de dioxyde de carbone, plus il fait chaud sur Terre. Deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que ces quantités, elles ont varié tout au long de ces 800 milliers d'années, puisqu'on le sait, il y a eu des ères glaciaires, des ères interglaciaires. Donc les ères glaciaires, on était à environ 10 degrés de température moyenne. Les ères interglaciaires, c'est aujourd'hui nous en sommes dans une, on est à environ 15 degrés. Donc ça, c'est des variations qui ont lieu tout au long du cycle de la vie de la Terre. Et donc qui ont suivi dans un sens les concentrations de gaz à effet de serre, la température a varié au même rythme. Troisième constat, au-delà du fait que ça a bougé, c'est que ça a bougé mais dans une sorte de tube. Vous voyez qu'on est resté dans un tube, on n'est jamais sorti du tube dans tous ces 800 milliers d'années. Et aujourd'hui, justement, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, ce que vous avez là-haut, c'est pas la légende. C'est les valeurs actuelles de concentration de dioxyde de carbone et de méthane. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la courbe rouge, elle aussi, elle va complètement sortir du cadre ? Est-ce que notre température va augmenter de sorte que finalement, elle va sortir du tube et que la Terre n'aura jamais connu, les êtres vivants sur Terre n'auront jamais connu ces températures-là, ces températures moyennes-là. Donc on l'a vu, la température varie, c'est quelque chose qui a été observé entre ces ères glaciaires et interglaciaires. Et justement, donc, quand on parle de plus 5 degrés, quand on se dit est-ce que notre température là, actuelle, elle va augmenter de plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés, on peut justement revenir à cet écart de température de 5 degrés qui était en fait dans une ère il y a 20 000 ans, dans une ère glaciaire justement, voilà à quoi ressemblait l'Europe. Donc ça, c'est l'Europe il y a 20 000 ans, dans une ère glaciaire, 5 degrés de moins. Vous voyez qu'il y a on reconnaît un peu l'Espagne, mais on ne reconnaît pas du tout le Royaume-Uni, puisqu'il y a une partie des océans qui sont sous forme de glace. Donc on peut aller au Royaume-Uni à pied. La mer Manche, les océans étaient 100 mètres plus bas, donc la mer Manche n'existait pas. Et on avait cette calotte glaciaire qui descendait quasiment jusqu'à l'Autriche. Donc c'est une Europe qui est très méconnaissable par rapport à aujourd'hui. Et la différence avec aujourd'hui, où on a des climats tempérés, des forêts, on a évidemment la civilisation qui s'est installée, qui s'est sédentarisée, c'est une différence de 5 degrés. Donc c'est des conséquences qui ont été vraiment majeures sur notre façon de vivre, sur nos sols, sur nos climats, sur
sur le vivant. Et ces 5 degrés, ils se sont faits en 20 000 ans. Donc, on a eu, si je puis dire, 20 000 ans pour s'adapter. Là, aujourd'hui, on parle d'augmentation de 5 degrés en 200 ans, donc 100 fois plus vite. Et c'est là qu'on se pose vraiment cette question de comment on va pouvoir s'adapter, quelles vont être les conséquences sur nos sociétés. Alors, pour terminer la partie sur le climat, je vais revenir à une petite question. Donc, on a cette instance, le GIEC, dont peut-être vous avez entendu parler, qui est le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc une instance créée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui nous dit, dans son dernier rapport, qui date de 2014, que le changement climatique actuel est lié aux activités humaines avec une probabilité de 95%, donc en langage scientifique, ça veut dire de manière certaine. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% en science, donc c'est pour ça qu'on ne s'exprime pas au-delà de cette probabilité. À votre avis, quel est le pourcentage de consensus scientifique autour du GIEC? Est-ce qu'il est de 34%? Donc, est-ce que 34% des scientifiques sont d'accord avec ce que dit le GIEC? Est-ce que c'est de 52%? Est-ce que c'est de 75%? Ou est-ce que c'est de 97%? Alors, on a des réponses partagées entre B, D, C, une petite majorité de D quand même. A. Ah, vous êtes assez partagés. Alors, la bonne réponse, c'est la D. C'est 97%. Aujourd'hui, la quasi-intégralité des scientifiques du monde sont d'accord avec le constat que fait le groupe intergouvernemental sur le climat, qui est que le changement climatique actuel est lié aux activités humaines. Pourquoi on a cette perception que c'est moins, que c'est pas l'intégralité du monde scientifique? Parce que dans les médias notamment, on va avoir quasiment un tiers des gens qui vont parler sur le climat qui vont être des climato-sceptiques. Donc la proportion n'est pas du tout respectée de ce 97%. Et bien finalement, les personnes qu'on va entendre, ça va être celles qui vont pas être d'accord avec le sujet. Alors c'est un autre débat, pourquoi on invite ces personnes-là, peut-être pour faire justement de créer du débat, mais en fait, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un consensus scientifique. On ne peut pas dire que le dérèglement du climat n'est pas lié aux activités humaines. Ce serait comme dire que la Terre est plate en termes scientifiques. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le GIEC, eh bien, il ne fait pas que dire ses affirmations sur le lien entre humain et climat, mais il fait aussi des scénarios. Alors, à votre avis, les scénarios du GIEC, est-ce qu'ils prévoient d'ici 2100, donc d'ici 80 ans, une augmentation de 2 degrés, de 5 degrés, de 8 degrés, ou est-ce qu'il modélise plusieurs trajectoires? Alors on a quelques D, un peu de B, un peu de C, un peu de A. Vous êtes partagés. Ouais, vous êtes assez partagés, c'est assez représentatif de la réponse, puisque la bonne réponse, c'est plusieurs trajectoires. Le GIEC n'a pas vocation à prédire l'avenir, sinon il faudrait qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus connu, ce serait bien pratique. Mais au contraire, ils sont là pour conseiller les décideurs, donc pour dire que selon différents degrés d'action, il peut y avoir différentes trajectoires. Donc il est encore possible de rester sous les 2 degrés, tout comme à l'inverse, eh bien, si on ne fait rien, on va sur une trajectoire de 8 degrés d'augmentation de température, et on vient de voir avec les éléments précédents que c'est pas du tout souhaitable. Alors ça peut se matérialiser sur ce graphique qui est pas très joli, mais je vais vous l'expliquer. On a en fait ici les différents scénarios du GIEC. Donc à gauche, vous avez les émissions de gaz à effet de serre mondiales en milliards de tonnes de CO2. Et en bas, vous avez les années, avec ici 2010, ici 2020, et puis ici, vous avez 2030, selon les différents scénarios du GIEC. Donc, par exemple, le point bleu, c'est ici ce qu'on ferait, là où on va atterrir en 2030 avec les politiques actuelles. Donc, on voit qu'avec les politiques actuelles, on augmente, on est à 48 aujourd'hui, eh bien, on passerait à 60.
À l'inverse, si on voulait respecter les 1,5 degrés, donc le fameux seuil des 1,5 degrés, il faudrait qu'on soit là en termes d'émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc une division de plus de par 2, donc vraiment des changements assez importants. Et si on voulait rester sous les 2 degrés, eh bien, on devrait être là. Et ce point ici, c'est ce que les États se sont engagés à faire. Donc, malgré la COP 21, que vous avez sans doute pu entendre parler, dont vous avez sans doute entendu parler en 2015, malgré ces engagements, on voit que les États donc, se sont engagés, puisque sinon on serait ici, mais pas suffisamment au regard des objectifs. Et c'est justement un des partis pris de la France de dire, nous, on s'est engagé à notre échelle étatique, mais on a besoin que tous les acteurs s'engagent. L'État ne peut pas tout résoudre et que, on a besoin des entreprises, des habitants, des collectivités territoriales pour agir chacun à son échelle et atteindre un objectif tous ensemble, donc de limiter le dérèglement climatique. Alors, j'ai fini sur cette partie sur le climat. Maintenant, on va voir des choses un petit peu plus locales pour sans doute faire écho à des choses dont vous avez pu être témoin, puisque le changement climatique, on l'a vu, c'est déjà là. Le degré de température, la température a déjà augmenté de 1 degré. Et ça se concrétise ici, par exemple, en Bourgogne, avec une température qui a augmenté, vous voyez, de 1,5 degré. Parce que, en effet, c'est une région où la température a plus augmenté qu'en moyenne sur Terre, parce qu'on est sur un climat qui est presque continental, on n'a pas les océans à côté pour rafraîchir le climat, etc. Donc finalement, en Bourgogne, on est un petit peu plus vulnérable. On a des augmentations déjà un peu plus fortes, avec plus 1,5 degré déjà sur cette région-là. On a d'autres conséquences que les augmentations de température, ça c'est aussi une autre limite du traitement public du climat, c'est qu'on parle tout le temps des températures, mais il n'y a pas que ça. On a évidemment les périodes de sécheresse que l'on voit de manière de plus en plus récurrente. Donc ça, vous avez ici sur ce graphique la diminution des débits des cours d'eau du bassin versant que vous retrouvez. Et donc en rouge, on a par exemple l'Arroux qui a subi une baisse des débits jusqu'à 20%. Par rapport aux années 1980. Donc déjà des baisses que l'on voit et que bien sûr les agriculteurs par exemple vont subir de plein fouet lors des périodes de sécheresse. Un autre indicateur, alors en bon français, on aime bien le vin et donc on suit la date des vendanges depuis très longtemps, et donc c'est un indicateur assez intéressant puisque on voit que la date des vendanges était assez constante jusqu'à dans les années 90 où là on a eu des vendanges toujours de plus en plus tôt, et puis maintenant on voit qu'elles sont quasiment fin août, donc en fonction des régions. Donc c'est aussi un indicateur qui nous montre que le climat, ça va nous toucher dans toutes nos activités. C'est pas uniquement une question de température ou d'eau, mais c'est aussi une question d'activité économique, de notre patrimoine finalement, aussi de comment on va le préserver face à tous ces dérèglements. Et pour terminer avec une autre illustration, c'est celle de la biodiversité, donc en particulier les oiseaux par exemple. On voit comme que eux aussi subissent ce dérèglement climatique. Là, vous avez le graphique du nombre d'oies qui restent hiverner en France. Donc en fait, avant, elles partaient toutes de la France parce qu'il faisait trop froid. Et aujourd'hui, elles vont rester en France. Donc c'est pas parce qu'elles sont feignantes, mais bien parce qu'il y fait de plus en plus chaud. Donc ça aussi, ça a des conséquences en chaîne, puisque elles vont pas forcément avoir de la nourriture sur place, ou alors ça va dérégler la chaîne alimentaire, etc. Donc ça, c'est aussi des conséquences plus sur la biodiversité, mais qui sont à prendre en compte. Donc pour terminer cette partie d'enjeux, je pense que vous avez pu le comprendre, on a vraiment un premier enjeu qui va être d'atténuer, donc de diminuer nos consommations d'énergie fossile, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ce premier pilier qui est d'éviter l'ingérable. Et puis le deuxième pilier qui va être de s'adapter, de gérer l'inévitable. On veut éviter un monde à plus 5 degrés, à plus 8 degrés. Donc il faut agir dès aujourd'hui. Et donc voilà, avoir vraiment ces deux piliers d'atténuation et d'adaptation, c'est aujourd'hui indispensable pour envisager les décennies à venir.
Alors parlons tout de suite de votre territoire, hein, du territoire d'Entraroux-Loire-et-Somme, autour des villes de Gueugnon, de Bourbon-Lancy, etc. C'est bien de ça dont on va parler dans la suite du plan climat. Et en l'occurrence, on est allé voir les scénarios de Météo France sur le territoire d'Entraroux-Loire-et-Somme. Qu'est-ce que ça allait donner en termes d'augmentation des températures, en termes de dérèglement climatique, pour cerner un petit peu mieux ce qui nous attend. Donc c'est un site que vous pouvez tout à fait aller consulter, hein, qui s'appelle driasclimat.fr et qui modélise les différents scénarios de réchauffement climatique. Donc le scénario, le premier indicateur qu'on a été voir, c'est la température en été. Aujourd'hui, la température en été, elle est d'en moyenne 17 degrés sur le territoire. Si on ne fait rien, elle pourrait augmenter jusqu'à 23 degrés et demi. Donc on pourrait avoir une augmentation de température de 5 degrés en été. Et si on agit de manière très ambitieuse au niveau mondial, on aurait quand même une augmentation de température, mais tout de même beaucoup plus restreinte, beaucoup moins importante, de 1,5 degré. Donc ça, c'était l'été. On voit qu'on a une augmentation assez forte. En hiver aussi, qu'est-ce que ça change? On a aussi des augmentations de température en hiver, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est à environ 3 degrés de moyenne. Si on continue comme ça, dans un scénario au fil de l'eau, on pourrait arriver à 6 degrés de température moyenne en hiver. Donc ça veut dire que les périodes de gel seraient moins importantes, qu'on aurait aussi tous des décalages comme ça par rapport aux activités, notamment l'alimentation, qui dépend de ce cycle des saisons, pourrait être déréglé. Et par contre, dans un scénario d'action climatique, on pourrait avoir cette température qui n'augmenterait pas de manière aussi importante. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que quoi qu'il arrive, on va avoir des augmentations de température. Et deuxième chose, les augmentations sont plus importantes en été qu'en hiver. Donc déjà, là où il fait le plus chaud, c'est là où ça va avoir encore plus, là où ça va augmenter encore plus. Une autre manière de voir cette augmentation, c'est le nombre de jours de vagues de chaleur. Donc ce sont les jours où la température est de plus de 5 degrés par rapport à la moyenne, par rapport au normal, pendant 5 jours consécutifs au moins. Donc c'est ça qu'on appelle une vague de chaleur. Aujourd'hui, sur le territoire, on a environ 10 jours de vague de chaleur. Et si on ne fait rien, ce nombre pourrait s'élever à 116 jours de vague de chaleur, dont la moitié en été. Donc la moitié des jours de vague de chaleur auraient lieu déjà pendant des saisons où les températures sont les plus chaudes, et donc c'est ça qui entraîne des canicules, des sécheresses. Pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire ces vagues de chaleur, je vous ai mis ici l'historique des vagues de chaleur, donc c'est Météo France qui fait ces graphiques ici. Vous avez par exemple les différentes vagues de chaleur de 2019, il y en a une ici et une ici, il y en a eu plusieurs. Et puis, vous voyez que c'est 2003 qui reste la vague de chaleur la plus longue. Si on regarde le graphique ici, on a le nombre de jours. Donc ça, c'est la durée. Donc elle a duré plus de 16 jours. Et on est monté à des températures de plus de 30 degrés en 2003. Voilà. Et depuis 2003, on a eu d'autres vagues de chaleur, mais jamais aussi longues et jamais aussi chaudes. Donc ça, c'est notre historique, hein, ce qui s'est passé depuis les années 50. On augmente un peu les axes, hein, donc c'est toujours le même graphique avec 2003 ici, mais ça permet d'aller un petit peu plus haut en durée et en température, vous le voyez. Donc on va projeter les scénarios de Météo France sur ce graphique pour le comparer à ce qu'on a déjà connu. Ça, c'est ce qu'on pourrait connaître d'ici 30 ans. Donc quasiment tout ce qu'on a connu, vous voyez, entre 1950 et aujourd'hui, on pourrait le connaître, mais en 30 ans seulement. Donc déjà, en termes de fréquence, ce serait beaucoup plus important. Et puis, d'ici la fin du siècle, en termes d'intensité et en termes de durée, là, on voit que ce serait carrément hors du cadre, là aussi, dans le scénario du pire. On pourrait connaître donc voilà des vagues de chaleur qui pourraient durer jusqu'à 100 jours. Donc rien à voir avec 2003 et c'est absolument quelque chose qu'on ne souhaite pas. Alors je vais m'arrêter là pour cette partie plus informative sur les enjeux énergie-climat parce qu'il est temps que l'on puisse parler de choses un petit peu plus concrètes. J'ai pas l'impression qu'il y a eu des questions sur cette première partie, mais n'hésitez pas si vous voulez les poser maintenant, on peut y répondre.
Sinon, ça va nous permettre de passer à des choses plus locales. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose qu'on continue. Et puis n'hésitez pas, voilà, si au fil de la présentation, vous en avez. Donc comme l'a dit Madame Guignot, la démarche plan climat, elle est en cours d'élaboration, hein, c'est un plan, donc on va planifier sur plusieurs années la transition écologique, la transition énergétique sur le territoire, et elle démarre. Elle concerne donc tout le territoire de la communauté de communes entre Arroux-Loire-et-Somme. Donc c'est 30 communes, vous voyez, autour des deux pôles donc de Guignon et de Bourbon-Lancy, et c'est 23 000 habitants. Donc 23 000 habitants, c'est tout autant de personnes impliquées dans la démarche. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est 28. Donc la prochaine fois, chaque personne ramène 2 personnes, on sera déjà 3 fois plus. Mais il y a encore du travail pour que ces sujets-là puissent résonner autant dans toutes les communes et auprès de tous les habitants et acteurs du territoire. Donc, on l'a dit aussi en introduction, le plan climat, air, énergie territoriale, donc cet horrible acronyme de PCAET, c'est 5 axes d'action. En premier lieu, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on vient de le voir, c'est le premier pilier, atténuer. Le deuxième pilier, c'est l'adaptation au changement climatique avec les conséquences que l'on voit déjà et qui vont se renforcer, qui vont être plus fréquentes ou plus intenses. Troisième thématique, c'est la sobriété énergétique, questionner nos besoins en énergie pour arriver à réduire notre consommation. Enfin, la qualité de l'air, qui est aussi un des volets importants du plan climat, même si on va le voir, c'est pas un enjeu qui est très très fort sur le territoire, ça fait quand même partie des objectifs. Et enfin, le développement des énergies renouvelables, donc là, qui permettra de renforcer l'autonomie énergétique du territoire, de porter des projets aussi locaux, en impliquant là aussi les citoyens sur des thématiques autour du développement des énergies renouvelables. Donc ça, ce sont les 5 grands objectifs. C'est aussi donc des bénéfices pour le territoire, puisqu'on va parler de maîtrise énergétique, justement le fait d'être moins dépendant des énergies fossiles, donc des autres pays, qui ont en plus un prix qui peut varier, un prix qui va être taxé avec les différentes évolutions de la taxe carbone, etc. Donc c'est vraiment une maîtrise de notre énergie, de là où elle vient, d'être moins dépendant. C'est aussi des nouvelles dynamiques économiques locales, de l'emploi. Quand on pense à la rénovation, eh bien, il faut des artisans, par exemple, pour rénover les logements. Donc ça, c'est vraiment un des piliers aussi de la transition énergétique. De la résilience face au changement climatique, mieux anticiper les changements, mieux se préparer et améliorer aussi l'attractivité, puisque si le territoire est préservé, si les paysages sont préservés et les activités également, ça va permettre d'avoir un territoire quand même toujours bien dynamique et attractif. Pour les habitants, ça vous concerne aussi directement, puisque toutes les économies d'énergie, c'est des économies financières. On diminue notre facture énergétique, que ce soit au niveau de notre maison, mais aussi au niveau de notre carburant. C'est une amélioration de la santé à la clé, puisque on va le voir dans les différentes thématiques du plan climat. On va pouvoir parler, par exemple, de vélo. Et donc, le vélo, on sait que c'est prouvé que ça permet d'améliorer la santé, de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, par exemple. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, l'amélioration de la qualité de vie, toujours pour parler de mobilité, passer moins de temps dans la voiture, ou voilà, donc des choses comme ça qui vont permettre d'avoir par exemple une maison mieux isolée aussi. Donc voilà, tous les sujets où on se rend compte, comme disait Madame Guignot en introduction, que c'est très transverse et que ça nous touche aussi dans toutes les thématiques de notre vie, dans nos modes de vie. Alors tout de suite, on va voir comment on élabore un plan climat. Quelles sont les grandes étapes d'élaboration d'un plan climat, donc il y a une tâche qui est non des moindres, surtout que c'est le premier plan climat de la communauté de communes d'Entre-Arroux, Loire-et-Somme. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est bien déjà savoir d'où on part. Aujourd'hui, c'est quoi le diagnostic, sur quoi il va falloir agir, c'est quoi les spécificités et les enjeux du territoire. Et dans un instant, Simon va vous présenter les premiers éléments. Donc ça, c'est sur cette base-là que on va pouvoir ensuite définir une stratégie et enfin des actions. La deuxième étape, c'est justement de partager ce diagnostic, et c'est
tout l'enjeu des différentes réunions qu'il y a eu avec les acteurs et puis qu'il y a avec vous ce soir. Si vous en avez aussi entendu parler, c'est une prochaine réunion le 8 décembre, donc la semaine prochaine, pour justement prendre en main vraiment mieux ce diagnostic, aller plus loin que ce qu'on va vous présenter rapidement ce soir, pour émettre votre avis. Est-ce que vous partagez ce qui est dit dans le diagnostic? Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Est-ce que vous le voyez chez vous? Est-ce que vous avez envie d'agir dessus, etc. Et donc, c'est cette première étape où le fameux club climat va être sollicité. Donc, parce que la communauté de communes a choisi de faire une démarche très participative pour impliquer les acteurs. On l'a vu, les enjeux sont tellement énormes qu'on a besoin d'agir à toutes les échelles. Et donc, c'est aussi un des buts du plan climat, c'est de pouvoir rassembler les acteurs qui ont envie d'agir. Donc vous, ce soir, j'espère que vous avez envie d'agir et comme on suggérait de ramener aussi d'autres personnes pour justement en faire des effets boule de neige. Hein. On sait que c'est des enjeux qui sont assez importants, mais plus on sera nombreux et plus ce sera facile. Donc c'est l'objectif de ce club climat qui est ouvert à tous. Vous pouvez le rejoindre à tout moment. S'il y a des personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, elles pourront le rejoindre après. Il y aura également donc d'autres ateliers parce que donc là, je l'ai dit, celui du partage du diagnostic, c'est celui de la semaine prochaine, mais on aura aussi en 2021 d'autres ateliers sur les actions, plus concrètement, savoir de quoi les acteurs ont besoin, ont envie, sur quoi ils veulent agir. Donc vraiment, c'est un plan climat qui va être co-construit et je pense que c'est une chose qui est à retenir aussi pendant toute cette démarche, c'est pas d'agir de manière déconcertée, déconnectée, mais vraiment avec les acteurs du territoire pour en faire un vrai plan de territoire en fait. Alors je vais laisser du coup présenter Simon les éléments du diagnostic. Merci Alexandra. Donc je vais vous présenter les grands chiffres qui ressortent du diagnostic sur les différentes thématiques dont vous a parlé Alexandra. Toutes les données, en fait, elles proviennent d'un observatoire régional qui est l'observatoire Opter et qui s'occupe de centraliser et de calculer un peu, de voir quelles sont les consommations des différentes énergies, quelles sont les émissions associées, donc de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques. Et nous, derrière, on les met en forme et puis on se charge de regarder d'où elles proviennent un peu plus en détail. Donc voilà pour la petite introduction. Dans un premier temps, sur les deux graphiques que vous avez ici, sont représentées la consommation d'énergie du territoire en 2016, donc à gauche, et puis à droite, la consommation d'énergie pour la région Bourgogne-Franche-Comté la même année. Alors, ce que vous pouvez constater déjà, c'est que sur le territoire d'Entrarroux, Loire-et-Somme, l'industrie représente la moitié de la consommation d'énergie finale. En fait, c'est pas étonnant puisque vous avez deux grosses Aperam et puis Fiat Powertrain Technology. Donc, ce sont des données qui sont finalement assez logiques. Et puis, on retrouve ensuite le secteur du bâtiment avec le résidentiel, 22% de la consommation d'énergie, le tertiaire, 4%. Ensuite, le secteur du transport routier, puis enfin l'agriculture, 8%. On peut aussi constater qu'en comparaison de la région, la consommation d'énergie de l'agriculture et du secteur agricole est assez importante. Et donc, on voit déjà que sur votre territoire, la dimension rurale et agricole est très forte. Alors, slide suivant. Merci. Donc, si on parle avec des chiffres, des unités un petit peu physiques, la consommation d'énergie du territoire, c'est à peu près 1100 gigawattheures par an. Et pour se ramener à quelque chose d'un peu plus tangible, ça équivaut à 750 000 barils de pétrole par an. Donc, l'équivalent de l'énergie, de la chaleur libérée par 750 000 barils de pétrole qu'on brûlerait. Cette consommation d'énergie pour tout le territoire, elle représente une facture d'environ 82,6 millions d'euros, donc par an également. Et puis maintenant, si on regarde par habitant, c'est 48 mégawattheures par an par habitant, donc ça ne vous parle peut-être pas trop non plus. Et si on ramène cette énergie à du pétrole, ça équivaut à 14 litres de pétrole par jour. Alors Alexandra vous parlait tout à l'heure de 2 litres de pétrole par jour en moyenne dans le monde. Donc en France, on est bien au-dessus.
et puis sur votre territoire un petit peu plus également. Mais bon, c'est aussi logique du fait de la forte consommation d'énergie des industries. Et puis, si on ramène ça aussi en termes de facture énergétique, c'est une dépense de 3 600 € par an et par habitant, juste pour l'énergie. Donc voilà, comparé aussi également aux chiffres de la Bourgogne-Franche-Comté, qui là sont à peu près équivalents aux moyennes françaises, donc de 33 MWh par an et par habitant. Donc maintenant, on peut regarder quelles sont les sources de cette consommation d'énergie, quelles énergies on utilise sur le territoire. Alors du coup, toujours en 2016, la principale source d'énergie consommée, c'est le gaz naturel. Donc en fait, c'est principalement dans l'industrie pour les procédés thermiques des industries. En deuxième position, on a les produits pétroliers, 30%. Donc là, les principaux usages proviennent, vous vous en doutez, du secteur des transports, mais aussi pour les besoins en chaleur des logements sur le territoire, donc pour le chauffage au fioul. En troisième position, on a l'électricité avec 30%, donc pour des usages assez divers et puis certains usages qui ne peuvent être pour lesquels on ne peut utiliser que l'électricité. Et puis enfin, 4% de l'énergie qui provient de sources d'énergie renouvelables, donc essentiellement du bois sur le territoire qu'on brûle donc pour les besoins en chauffage. Donc un chiffre à retenir, c'est que 2/3 de l'énergie consommée environ provient des énergies fossiles sur le territoire d'Entrarou-Loire-Essonne. À comparer également donc aux 80% à l'échelle mondiale, et en France, on est approximativement à 70%. Alors maintenant sur la production d'énergie renouvelable du territoire, donc je viens juste de le dire, l'essentiel de la production d'énergie renouvelable et de la consommation du territoire, elle provient de la biomasse, principalement du bois énergie. Et puis on a aussi une production non négligeable d'électricité issue des panneaux solaires photovoltaïques, donc qui représente 35%. Et puis vous le voyez aussi, un petit bout de solaire thermique, donc quand on arrondit à la décimale, ça fait 0%, mais il y en a quand même un petit peu sur le territoire. Donc là, c'est surtout tout ce qui est pour les besoins en eau chaude sanitaire et puis aussi en chauffage. Donc finalement, tout ça, ça représente 42 gigawattheures par an environ, et donc c'est 4% de l'énergie consommée sur le territoire. D'où aussi également l'enjeu, comme l'a dit Alexandra, d'augmenter cette part d'énergie renouvelable et de diminuer la part de la consommation d'énergie fossile sur le territoire. Alors maintenant, on peut passer aux émissions de gaz à effet de serre. Donc toujours la même logique que tout à l'heure avec les petits camemberts. À gauche, les émissions de gaz à effet de serre du territoire par secteur en 2016, et puis à droite, la même chose, mais pour la région. Donc ce qu'on constate, c'est que presque 60% des émissions de gaz à effet de serre du territoire proviennent de l'agriculture. Donc là aussi, ce n'est pas une surprise puisque vous avez un territoire à dimension, à vocation agricole assez forte, et donc il y a de l'élevage de bovins. Donc c'est tout à fait normal. En deuxième position, vous avez l'industrie, 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc là aussi, par rapport à ce que je dis tout à l'heure sur la consommation d'énergie du territoire, on retrouve des données cohérentes dans ces émissions. Et puis ensuite, le transport routier, 10%. Donc là, les émissions qui proviennent de la combustion des produits pétroliers. Et puis le résidentiel, le tertiaire, des émissions qui proviennent principalement pour les besoins en chauffage de la combustion de fioul et de gaz. Et puis une petite part d'électricité quand même, mais bien minime par rapport à toutes les autres sources d'énergie. Et donc, si on compare à la région Bourgogne-Franche-Comté, on voit encore là, en comparaison, la vocation agricole forte de votre territoire. Donc, si on parle de la même manière que tout à l'heure avec des unités un peu physiques, ça représente 425 000 tonnes équivalent CO2 par an d'émissions sur l'ensemble du territoire et donc pour tous les secteurs. Si on rapporte ça au nombre d'habitants du territoire, c'est environ 18,4 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an. Et si on rapporte encore ça à un chiffre peut-être un peu plus parlant,
c'est l'équivalent en fait des émissions provoquées par le parcours de quasiment 74 000 km en voiture. Et si on compare à la région Bourgogne-Franche-Comté, donc là on est à 8,7 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an. Et finalement, on retrouve de manière logique les spécificités de votre territoire et donc l'élevage assez important et puis les deux grosses industries du territoire qui mettent une quantité importante de gaz à effet de serre et qui peuvent expliquer cet écart. Alors, donc, il n'y a pas que des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire d'Entrave-Loire-et-Somme. Il y a aussi une partie de ces émissions qui sont absorbées, donc d'une part par la végétation, principalement les forêts. On évalue cette séquestration, donc vous voyez en fait avec les petites barres, environ 77 000 tonnes équivalent CO2, donc une part significative des émissions. On a aussi une séquestration d'une partie de ces gaz à effet de serre par les prairies permanentes du territoire, qui permettent de stocker du carbone dans les sols et de compenser donc en partie les émissions de gaz à effet de serre du territoire. En revanche, on a aussi un changement d'usage des sols, donc c'est-à-dire qu'il y a des terres qui vont être artificialisées et qui vont perdre, du fait de leur artificialisation, vont relarguer un petit peu de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qui vont perdre leur capacité également à capter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, 190 tonnes en moyenne par an de tonnes équivalent CO2 émises. Et puis, on a également une petite partie de séquestration additionnelle due à l'usage des produits bois sur le territoire, puisque, en fait, quand on construit des bâtiments ou des meubles avec du bois, le CO2 qui a été capté par les arbres, on va le garder de manière durable pour de nombreuses années dans notre patrimoine, donc nos constructions. Et donc, finalement, avec tout ça, on aboutit à des émissions nettes de gaz à effet de serre sur le territoire de 261 000 tonnes équivalent CO2. Et le chiffre important à retenir, finalement, c'est que 39% des émissions du territoire sont absorbées par la forêt et les prairies permanentes. Donc ça, c'est un atout assez important aussi. Maintenant, sur le volet des émissions de polluants atmosphériques, alors on regarde un certain nombre de polluants sur le territoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on regarde, je vais les énumérer rapidement quand même. On regarde donc les particules fines, ce que vous avez d'indiqué, donc PM10 et PM2.5. On regarde aussi les émissions de dioxyde de soufre, SO2, les émissions d'oxyde d'azote, donc les NOx, on les appelle les NOx, les émissions de nitrate, NH3, et également les émissions de, attention à un nom un petit peu barbare, composés organiques volatiles non méthaniques. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de d'où proviennent ces différents polluants, mais ce qu'on constate finalement sur le territoire, c'est que pour l'essentiel de ces polluants atmosphériques, on a une diminution des émissions depuis depuis 2008, donc l'année la plus ancienne pour laquelle on a ces données, excepté pour les émissions de nitrate qui restent globalement constantes et qui sont en fait dues principalement donc, aux activités agricoles, donc aux épandages d'engrais, de lisier. Et puis sur les deux cartes de gauche, vous avez de représenter, donc sur la première en haut à gauche, l'indice de qualité de l'air sur l'année sur les différentes communes. Donc plus c'est foncé, plus cet indice est mauvais une grande partie de l'année. Donc on est quand même sur une bonne qualité de l'air globalement sur le territoire avec des enjeux assez restreints tout au long de l'année, puisqu'on est donc sur les zones les plus extrêmes à 6% de l'année avec une qualité de l'air médiocre ou mauvaise. Et en fait, ça provient essentiellement de la pollution à l'ozone. Et en fait, l'ozone, c'est un polluant secondaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas émis directement, mais il provient de réactions avec notamment les NOx et les composés organiques volatiles, et puis avec l'effet du soleil, donc ces polluants sont produits comme ça. Et finalement, ce qu'on voit sur la carte, c'est que l'enjeu, il est essentiellement sur la zone est,
puisque ces polluants vont provenir principalement des grandes villes à proximité du territoire, donc c'est-à-dire Monceau-les-Mines, Le Creusot, mais aussi Chalon-sur-Saône, donc avec des impacts qui peuvent provenir de loin sur la qualité de l'air dans le territoire. Alors voilà sur ces enjeux. Et enfin, sur le climat, donc Alexandra vous en a déjà beaucoup parlé, vous a présenté quelques chiffres sur la trajectoire tendancielle à horizon 2100 sur le territoire. Donc si on reste toujours dans ce scénario tendanciel à horizon 2100, la température moyenne du territoire pourrait monter de 4,3 degrés par rapport à la période de référence, donc les années 90-2000. Et puis, comme Alexandra vous l'a déjà dit aussi, avec de fortes différences entre l'hiver et l'été. Je ne vais pas revenir sur les chiffres de température, mais les modélisations de Météo France montrent que, a priori, on aurait plus de précipitations pendant les mois d'hiver, donc de décembre à février, plus 30 mm d'eau environ. Et en revanche, moins de précipitations pendant des mois qui sont déjà souvent secs, donc en été et puis début de l'automne, de juillet à octobre, moins 65 mm. Donc les vagues de chaleur, Alexandra vous en a déjà beaucoup parlé aussi. De manière logique, ce réchauffement entraînera une baisse des besoins de chauffage qu'on estime à environ moins 35% à horizon 2100, dans ce scénario tendanciel toujours. Et puis, de manière aussi concomitante, une augmentation des besoins en froid, donc une multiplication presque par 5 par rapport aux besoins actuels. Et puis des températures extrêmes le jour et la nuit qui seront toujours plus importantes et sur un nombre toujours plus important de journées dans l'année. Donc voilà pour les grands chiffres qui ressortent du diagnostic. Et puis je vais laisser Alexandra enchaîner. Si vous avez des questions dans le chat également, n'hésitez pas. Oui, donc c'était effectivement une présentation assez rapide, vous le voyez. On a pu passer en revue un peu toutes les thématiques, on va dire, techniques du plan climat. En fait, il faut rappeler qu'on est dans un cadre réglementaire, hein, puisque c'est une obligation, ce plan climat. Et du coup, là, on vient de vous présenter, grosso modo, les grosses thématiques donc de consommation d'énergie renouvelable, de polluants atmosphériques, d'émissions de gaz à effet de serre, de séquestration de gaz à effet de serre et de vulnérabilité du territoire. Mais ce n'était qu'un avant-propos parce que l'objectif, c'est qu'on puisse plutôt en parler de manière thématique désormais. Donc ça, c'était juste aujourd'hui et à partir des prochaines étapes de travail et notamment avec vous, l'objectif, c'est qu'on puisse en parler plutôt voilà, autour du bâtiment, quels sont les enjeux. C'est effectivement, on a compris qu'il y avait beaucoup de consommation d'énergie dans le bâtiment, notamment, donc peut-être discuter ensemble de comment on peut agir, est-ce qu'on peut rénover les bâtiments, etc. Sur la mobilité aussi, donc des forts enjeux qu'on a pu discerner dans la présentation de Simon. Donc sur la dépendance à la voiture, comment est-ce qu'on pourrait remplacer nos modes de déplacement, avoir des déplacements moins longs. Donc voilà, discuter de tout ça ensemble. Sur l'agriculture, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a aussi mobilisé le monde agricole. C'est pour qu'ils nous disent concrètement sur quoi ils peuvent agir. Justement, on sait que c'est des particularités spécifiques sur l'élevage. L'idée, c'est de pouvoir vraiment agir avec les pratiques qui sont appliquées au territoire et que ces pratiques soient aussi encouragées par des consommations plus durables, hein, de produits locaux, de valoriser la qualité des produits, etc. Dans la même logique d'agir sur l'économie, donc avec là aussi les entreprises du territoire, donc en les mobilisant sur ce sujet-là. Il y a eu pas forcément le même succès sur les entreprises, il y a eu moins de personnes qui étaient venues, donc on sent que c'est un sujet qui reste à prendre en main par les entreprises ici. Donc voilà, si vous tous, vous travaillez dans des entreprises, vous pouvez aussi faire passer le message et en effet, là aussi, c'est le même principe de partir de ce qui est faisable, des bonnes pratiques qui sont adaptées au secteur industriel local, aux artisans locaux. Donc voilà, de pouvoir vraiment agir avec les acteurs. Et enfin, la dernière thématique qu'on abordera désormais dans le plan climat, ce sera celle des nouvelles énergies, donc qui touchent pour certaines aux bâtiments, hein, les panneaux solaires sur les toits par exemple, mais pas que. Donc qui vont aussi toucher le monde agricole avec la méthanisation,
donc voilà, avec les différents potentiels du territoire. Et donc pour ça, on ne voulait pas prendre toute cette réunion, mais du coup vous proposer de participer aux différents ateliers. Le premier donc de la semaine prochaine permettra d'aborder toutes ces thématiques-là. Et puis dans les ateliers plus sur les actions, on aura vraiment 2 heures par thématique où ça permettra d'approfondir beaucoup plus les actions et de vous permettre de proposer des actions vraiment réfléchies pour que derrière, eh bien, la communauté de communes puisse réfléchir comment les mettre en œuvre. À savoir que donc c'est pas la communauté de communes qui a vocation à porter toutes les actions du plan climat. Donc voilà, toutes les idées sont les bienvenues et de pouvoir aussi identifier des personnes ou des collectifs qui sont prêts à porter des actions également, puisqu'on voit que c'est vraiment une démarche qui demande l'engagement de tous. Alors cette rencontre de ce soir, c'était aussi l'occasion de vous parler donc de ce club climat. Je vous l'ai introduit, c'est cette instance donc de co-construction, de concertation qui est ouverte à tous. Donc vous avez pu pour certains inscrire votre email, donc ce sera désormais la manière de vous contacter. Donc n'hésitez pas à faire passer le mot si vous avez des personnes intéressées qui veulent elles aussi être invitées aux ateliers de travail. Donc le premier atelier qui aura lieu, comme je l'ai dit, mardi prochain à 18h autour vraiment du partage du diagnostic. Ce sera en visioconférence, mais de manière beaucoup plus interactive, avec des outils où chacun pourra s'exprimer. Donc vraiment beaucoup plus interactif que ce soir, on en a bien conscience. Et dès à présent, vous pouvez également aller sur un forum en ligne qui a été donc conçu par la communauté de communes pour vraiment partager le diagnostic. Donc c'est l'adresse s'affiche à votre écran, hein, climat-eals.fr, où c'est l'idée de pouvoir aussi faire se rencontrer les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir aux ateliers, qu'elles puissent avoir la possibilité de voir plus en profondeur ce qu'on a commencé à présenter aujourd'hui. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est facile, c'est par mail. Et vous avez plusieurs catégories sur ce site internet. Donc une première catégorie bienvenue, où vous pouvez vous présenter pour ainsi un peu créer du lien même virtuel. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui s'appelle l'état des lieux et toutes les données. Donc là, c'est plus la partie que Simon a présentée sur les enjeux un peu techniques, consommation d'énergie, émissions de gaz à effet de serre, production d'énergie renouvelable. Donc ça vous permet vraiment d'entrer un petit peu dans les différentes thématiques du plan climat. Et une partie plus abordable qui s'appelle les enjeux, où là par contre on va plutôt parler économie, mobilité, habitat, donc ce sera sans doute plus facile de prendre en main cette partie-là. Et voilà, mais en tout cas tout est en ligne, donc ça vous permet aussi de vous approprier vraiment ce diagnostic. Le but c'est qu'il soit le plus partagé possible pour agir ensemble. Voilà, l'idée c'est vraiment pas de débattre sur le diagnostic, mais vraiment plutôt sur les actions à mettre en place, et vraiment de se dire maintenant on voit qu'on doit agir, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et puis une partie plus libre sur les acteurs s'engagent, donc là c'est plutôt si vous avez envie de partager des initiatives qui se passent près de chez vous. Pour vous présenter rapidement, voilà, ça c'est un exemple du forum, hein. Quand on clique sur l'état des lieux et toutes les données, on a effectivement différentes parties, on peut cliquer et puis on a un document que l'on peut télécharger, une image, on peut écrire directement des réponses, proposer des actions, voilà, c'est vraiment totalement libre, et donc je vous invite à y aller si vous en avez envie. Pour terminer sur les différentes étapes du plan climat, donc on l'a abordé tout à l'heure, en fait, il va y avoir une étape ensuite, ce sera la définition d'objectifs du territoire. Je vous ai mis ici une illustration de l'objectif de la France, qui est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire la neutralité carbone? Ça veut dire qu'en 2050, toutes les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs que vous voyez ici, donc qui sont actuellement, elles sont à peu près ici, là, avec tous les secteurs qu'on a abordés, le transport, les logements, l'industrie, l'agriculture, qu'on les ait réduites au maximum et que du coup, ça nous permette qu'au niveau de la France, toutes ces émissions, elles soient absorbées, vous voyez la même quantité en bas, par nos sols et nos forêts. Donc ça, c'est l'objectif de la France. Maintenant,
l'enjeu de la communauté de communes, c'est de pouvoir définir ses propres objectifs, savoir sur quoi agir, et qu'ensuite ça donne vraiment le cadre pour mener des actions. C'est la stratégie du plan climat qui va donner le cadre pour les actions à mettre en œuvre pendant les 6 années du plan climat. Donc ce cadre-là, il permettra de se rencontrer, donc avec le Club Climat, avec vous, lors de plutôt l'année prochaine, et puis donc lors d'ateliers où, comme j'ai dit, on aura beaucoup plus de temps pour aller sur les actions, pour vraiment faire des propositions construites. Et également, le forum sera toujours actif à ce moment-là pour servir à ces fins de proposition d'action. Je pense que vous savez tout désormais de comment ça va se passer. J'espère qu'on n'en a pas trop perdu pendant la présentation. Je vous propose un petit temps de parole. Alors, ce sera de la parole écrite, mais du coup, si vous voulez vous exprimer, donc déjà des questions, et puis si vous avez envie de partager déjà des choses. On va peut-être laisser le temps à chacun d'écrire s'il a envie. Alors, il y a une personne qui demande donc de faire parvenir la présentation. Donc déjà, effectivement, on pourra voir pour la mettre peut-être sur le site internet de la communauté de communes. Oui, on avait bien sûr évoqué le fait qu'on voulait vraiment que tout soit partagé, donc cette présentation sera sur le site de la communauté de communes et on va aussi l'envoyer à tous les élus parce que effectivement les élus communautaires, mais aussi on voulait faire alors, il y a des réunions qui se préparent aussi j'en ai la charge que tous les conseils municipaux soient au courant aussi de ces gros dossiers comme le plan climat, mais aussi l'OPH. Et on a bien vu que par rapport au volet qui nous concerne sur le résidentiel, les politiques que nous menons en parallèle seront vraiment pertinentes pour permettre de faire aussi des économies d'énergie et de revoir les choses. Mais il faudra du temps. En tout cas, vous pouvez aussi d'ores et déjà noter donc l'adresse du forum qui vous permettra de retrouver les différents éléments plus approfondis de ce soir et vraiment appliqués au territoire. Ce soir, c'était vraiment plus général d'information et de lancement de cette belle démarche du plan climat. Mais maintenant, on va rentrer dans le concret. Oui, effectivement, donc Delphine Wroblewski me rappelle que cette présentation est enregistrée et qu'elle pourra elle aussi, donc la vidéo pourra être diffusée pour certains qui peuvent préférer le support vidéo avec les explications. Alors il y a une question, quels engagements peuvent prendre les communes? Alors, peut-être sur les communes, elles peuvent travailler effectivement sur l'habitat. Alors,
là aussi, lorsqu'on parle d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat, c'est aussi mettre des moyens à disposition pour les propriétaires pour rénover, pour effectivement faire des économies d'énergie, mais aussi éviter la précarité énergétique. Mais c'est aussi mettre en place eh bien, des parcs photovoltaïques, alors même si c'est un dossier long, faire des réseaux de chaleur. Je ne sais pas si je peux rendre Bourg-Blancy, nous avons renouvelé totalement l'éclairage public en LED et ce qui nous permet de faire des économies importantes au niveau des énergies, mais aussi nous avons créé un réseau de chaleur avec une chaufferie bois qui alimente de nombreux bâtiments de la commune, mais aussi un immeuble avec des propriétaires et des locataires privés. Donc ça, ce sont des démarches effectivement importantes et des dossiers à monter, ce qui permet aussi d'être extrêmement accompagné par les services de l'État. Parce que là, si on parle du réseau de chaleur, nous avons été aidés à plus de 70% de subventions. Alors, c'était aussi dans ce cadre-là. Mais oui, je pense que déjà, ce sont des actions importantes que les communes peuvent mener. Mais là aussi, je rappelle que la communauté de communes s'est engagée sur l'opération programmée d'amélioration d'habitat. Ce sera une enveloppe de 300 000 € qui sera mise sur le territoire pour accompagner effectivement tous les propriétaires pour l'amélioration de l'habitat. Peut-être si je peux me permettre de compléter votre réponse, il y a aussi un gros enjeu d'être relais auprès des habitants, puisque les maires sont les premiers relais. Et là-dessus, eh bien, on le voit, on a besoin de tout le monde qui s'embarque dans ces thématiques-là. Donc je pense que c'est aussi une forte action de la part des communes. Il y a une question également sur le croisement avec les actions au niveau national, les subventions, les primes. Oui, peut-être je peux introduire un élément de réponse. Donc effectivement, l'État donne des subventions. Il y a l'exemple sur les réseaux de chaleur, par exemple, est assez parlant. L'idée, c'est qu'on puisse définir les actions et qu'ensuite, justement, aller saisir des opportunités d'aide que la communauté de communes pourra donc solliciter. Notamment, on voit avec le plan de relance qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, donc on sent que ce sont des sujets qui sont importants. Il n'y a pas encore des aides sur tout, mais je pense que dans les 6 ans d'application du plan climat, il devrait y avoir pas mal de thématiques abordées. Et voilà, c'est l'idée de faire effet de levier, d'avoir des actions un peu dans les bacs, si je puis dire, qui puissent être directement comme ça mise en opportunité par rapport aux aides. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Madame Guignot. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le fait de se lancer dans ce plan climat, on aura une stratégie, nous aurons des axes de travail, on a un état des lieux et effectivement, on pourra peut-être avoir un schéma qui nous permettra d'aller chercher des aides au niveau de l'État puisque nous serons organisés pour avoir un véritable état des lieux et voir nos faiblesses. Alors, mais il y a beaucoup de sujets, tellement de sujets que il y a le bâtiment, mais il y a la mobilité. Voilà, ce qui sera intéressant, c'est que nous puissions échanger dans le cadre des ateliers et de trouver des solutions ou de l'innovation. Mais ça part du citoyen et comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, moi, je compte beaucoup sur les élus, sur les maires, mais aussi tous les conseillers municipaux, les secrétaires de mairie aussi, qui sont là aussi pour porter la bonne parole pour que l'information soit diffusée au plus large et avec peut-être des mots simples, mais qu'on puisse aussi faire que notre population s'approprie cette belle démarche. On a tous une responsabilité, que ce soit élu ou citoyen.
crois qu'il n'y a pas plus de questions. En tout cas, sachez que n'hésitez pas déjà à écrire à la communauté de communes si jamais vous avez plus de questions. Il y a le forum sur lequel on pourra aussi répondre aux questions, mais plus techniques. Par contre, pour toutes les questions sur comment s'impliquer, etc., c'est donc la communauté de communes qui reste à votre disposition, que vous soyez habitant ou élu, bien entendu. Du coup, je pense qu'on peut peut-être terminer cette rencontre. Et donc encore une fois, merci beaucoup à tous les participants qui sont restés pendant ces presque 2 heures. On espère vraiment que ça puisse faire effet boule de neige d'ici le 8 décembre. Donc n'hésitez pas à inviter vos proches ou entourage. Je vous laisse la parole, Madame Guignon, pour la conclusion. Tout d'abord, oui, je voulais remercier tous les participants, vous remercier Alexandra et Simon pour votre présentation, vous dire que oui, ce sont des conditions un petit peu inédites pour mobiliser, mais on sait aussi que les réunions, on n'a pas toujours autant d'acteurs que nous voudrions. Alors, effectivement, en visioconférence, ça permet aussi de participer de chez soi et c'est peut-être aussi une solution, mais on aime beaucoup la proximité aussi, donc les ateliers nous permettront, le Club Climat nous permettra aussi j'espère que le Covid va s'estomper et que nous pourrons nous réunir pour échanger. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de pouvoir se voir en présentiel et le virtuel à ses limites. Donc, merci à vous toutes et à vous tous et puis à très bientôt pour le Club Climat. Très bonne soirée, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir.